Donc moi aujourd'hui, je vais finalement je vais faire un exposé, mais avec deux propositions. Une sur comment on peut mesurer le développement durable et pourquoi c'est important. Je vais essayer de vous l'illustrer surtout et en insistant sur le sujet qui est toujours le plus maltraité, qui est la partie du capital naturel, qu'on oublie. Et puis, deuxièmement, si on a le temps, je vous expliquerai aussi pourquoi, à mon avis, on oublie d'essayer de faire fonctionner ce qui existe déjà. Et j'essaierai de vous en dire deux mots là-dessus. Alors, mesurer le développement durable, donc c'est commencer à vous dire, parce que tout le monde, je pense que vous n'êtes pas tous très au courant là-dessus, dire que les paradigmes actuels des politiques d'aide au développement, c'est la réduction de la pauvreté absolue. Il faut bien l'avoir dans le crâne, ce n'est pas la pauvreté relative, c'est la pauvreté absolue. Donc dans les objectifs du millénaire, on dit on va réduire un certain nombre de millions, centaines de millions, les gens qui n'ont que $1 ou $2. C'est pas quelque chose qui est relatif. Les objectifs du millénaire, donc vous les connaissez, donc c'est des objectifs qui sont un des deuxièmes paradigmes très forts aujourd'hui, puisqu'on a mis des chiffres. Mais c'est quand même beaucoup sur des questions d'éducation et de santé quand même. Là, l'environnement, il a failli ne pas être dans les objectifs de développement du millénaire. D'ailleurs, les ONG qui l'ont promu ont failli rater l'avion. Alors que vous avez le nombre de femmes sur les problèmes de maternité ou d'autres, vous avez un chiffre. Là, il y a une phrase à la con, comme quoi il faudra que ce soit du développement durable, respectueux, de je ne sais pas quoi, enfin, sans chiffres. Alors, il y en a sur l'eau, mais pas sur cette question-là. C'est quand même assez incroyable. Alors, les biens publics mondiaux, mais je vais vous en dire deux mots, sont quand même quelque chose qui monte beaucoup dans l'agenda de financement, qui monte dans les paroles, dans ce que l'on dit. C'est pour ça qu'a été créé le Fonds pour l'environnement mondial, qui est dirigé par Monique Barbu. Mais il n'y a pas beaucoup d'argent, en fait, qui va sur les biens publics mondiaux. Il y a le budget. C'est pas beaucoup, sur le climat, c'est 400 millions par an, si vous voulez, à peu près. On n'est pas dans des ordres de grandeur gigantesques. L'aide publique, c'est plus de 100 milliards au total. Bon. Maintenant, c'est un effet de levier, ça attire d'autres flux de financement. Bien sûr, il y a quelques bailleurs de fonds et l'AFD en finance un peu, et puis bien sûr, un certain nombre de fondations privées, et surtout d'ONG. Alors moi, ce que je voudrais vous montrer, c'est quelque chose... On va venir au triangle de Bourguignon, je vais vous expliquer ça, mais tout d'abord dire pourquoi c'est la réduction de la pauvreté, pourquoi c'est important. On peut le voir aussi d'une manière un peu cynique, et c'est quelquefois pas inutile, en se disant bon, la pauvreté, elle est aussi, pour certains, une conséquence de la globalisation. En gros, il y a des pays qui en ont bénéficié, le Brésil, l'Argentine, enfin vous voyez bien, c'est un pays d'Asie, et puis il y en a, l'Afrique, pour faire simple, un peu court, ils n'ont pas vraiment bénéficié de l'accélération des transferts financiers dans le monde, ni de l'accélération du transport, des transports. Et le problème que l'on a, c'est que les pauvres nous regardent, quoi. C'est quand même un peu ce qui a changé quand même depuis 15-20 ans. Et regardez le film de Nicolas Hulot, d'ailleurs, le syndrome du Titanic, qui était un vide complet, mais qui est vachement intéressant de ce point de vue-là. On voit bien qu'il y a une espèce de choc un peu où les gens nous regardent. Et comme ils nous regardent, on voit aussi qu'on ne peut pas vivre dans notre forteresse. Ça fait partie d'ailleurs des schémas quand les gens font des simulations au niveau mondial, mais même si j'enferme mon pays si vous voulez, les pandémies, elles passent au-dessus, le terrorisme, les migrations et bien sûr le climat. Le climat, évidemment, j'ai beau mettre des frontières dans mon pays, vouloir m'isoler, et donc on est quand même un peu obligé de s'occuper de ce qui se passe à l'extérieur, et c'est pour ça qu'ont été créés d'une certaine manière les objectifs de développement du millénaire, qui sont une espèce de filet de sécurité, quoi. On a dit, bon, il y a eu la globalisation, il y a ceux qui n'ont pas eu, allez, on va mettre au moins un minimum. C'est une manière un peu cynique de voir les choses. Alors, les biens publics mondiaux, donc vous connaissez ça, j'imagine, vous avez des cours passionnants sur la non-exclusive, non-rivalité, etc. Lisez ça c'est beaucoup expliqué. Donc, principalement sur la biodiversité ou le changement climatique. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve dans les inégalités ou dans la pauvreté, puisque vous avez des gens qui sont dans un pays pauvre et qui, ce soir, ont besoin d'aller chercher du bois pour faire à manger ce soir, et ils vont aller dans la forêt la plus proche qui est là, et la biodiversité, le rôle du couvert forestier, le carbone qui est stocké là-dedans, une question qui ne va pas avec l'urgence, et donc la pauvreté devient un problème pour certains. Je fais des raccourcis, je vous stylise un petit peu l'affaire là-dessus. Et donc, il peut y avoir un intérêt à financer avec de l'aide publique au développement
des actions qui permettraient à la fois de réduire la pauvreté et en même temps de conserver ce bien public global. C'est-à-dire que ce soit au croisement des intérêts du Sud et du Nord. Quand on trouve un moyen, par exemple, de financer des aires protégées à Madagascar, la plupart des aires protégées sont sur le sommet des collines, des montagnes à Madagascar, où il y a les lémuriens, tout un tas de bestioles extraordinaires, les caméléons. En fait, c'est aussi intéressant pour ces pays-là, puisque ça empêche un décroissement de l'érosion, c'est-à-dire quand il pleut, d'avoir tout un tas de sable et de saleté qui vont dans les rizières qui sont en aval. Oh, génial! En protégeant les lémuriens, on produit plus de riz. Là c'est le schéma. Et il y a plein de situations dans lesquelles, si on se gratte un peu la tête, on peut arriver à faire ça. Mais ces financements sont quand même très limités. Alors, il y a un gars qui s'appelle Bourguignon, j'espère que vous connaissez, je suis François Bourguignon, qui est chef économiste à la Banque mondiale, qui est assez remarquable. On dit lui et son équipe, vous savez, c'est des gens qui travaillent avec beaucoup d'équipes depuis 20 ans, qui a essayé de théoriser un peu les dernières évolutions de l'aide publique au développement, et je trouve que c'est assez astucieux. Donc, il repart, il dit, bon, bien sûr, pour lutter contre la pauvreté, il faut de la croissance économique, bon, ça vous le savez tous, hein, c'est ce qu'on a appris depuis longtemps. Il dit en même temps, il faut qu'en même temps on réduise la pauvreté. C'est une question qui est très forte, hein, puisque vous savez qu'avec toute l'ère de l'ajustement structurel, on s'est retrouvé à un moment donné où en fait les financements internationaux accroissaient la pauvreté. Vous savez, jusqu'à ce moment-là, l'obsession c'était surtout d'essayer d'améliorer l'équilibre des finances de l'État. Donc une mission du FMI, de la Banque mondiale, arrivait dans un pays, ils prenaient le budget de financement, ils disaient, bon, vous avez vu, vous dépensez trop, il y a un trou à la fin, crac, 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 3 coups de crayon là-dedans. Une fois que j'étais parti, on regardait, merde, il y avait un coup de crayon sur le budget du ministère de la Santé. On se retrouvait avec des... Bon, donc on s'est dit, on ne peut pas continuer à faire de la croissance ou de la bonne gestion des finances publiques, il faut la faire en faisant attention à ce que ça ne réduise pas la pauvreté. Et puis la troisième idée que l'on retrouve de l'autre côté, c'est qu'il faudrait faire en sorte aussi que cette croissance économique qui réduise la pauvreté, elle puisse faciliter aussi une redistribution des bénéfices de la croissance. Donc ça a été très théorisé, il y a plein de papiers que je vous invite à lire là-dedans, qui sont intéressants, qui montrent qu'on peut trouver des moyens effectivement d'avoir une croissance économique et qui réduisent la pauvreté. Je vous donne un exemple. Un État ou une ville, enfin on peut le voir à tous les niveaux qu'on veut, décide cette année de faire des infrastructures. Il peut allonger la piste de l'aéroport pour que, je sais pas, des gros porteurs viennent et développer le tourisme. Il peut aussi dire, attendez, non, je vais aussi financer des marchés en périphérie de la ville, parce que ça permettra à des agriculteurs de venir vendre leurs légumes et inversement. Donc là, on a orienté l'investissement voilà, on a fait un investissement qui soit pour lutter contre la pauvreté. On peut trouver plein d'exemples comme ça. On voit aussi qu'on peut aussi essayer de faire de la croissance qui permette de réduire les inégalités. C'est vrai que si j'arrive à orienter quand même un petit peu, si je peux avoir une réduction des inégalités et la croissance, pour l'accès à la santé et à l'éducation, et on voit bien que réduire les inégalités, mais ce n'est pas non plus des effets qui sont symétriques. Il y a pas mal de littérature qui explique que vous pouvez aussi avoir quelquefois, surtout entre croissance et inégalité, des effets qui se font à l'envers. Alors si on essaie de dessiner ça, et donc vous allez voir, moi c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est parce que derrière il y a des papiers que vous pouvez lire, qui sont disponibles sur internet là-dessus, qui sont un peu pénibles à lire, parce qu'il faut que les papiers soient difficiles à lire quand on en fait, sinon ça ne marche pas bien. Et alors on a essayé de le dessiner. Donc c'est un travail que j'ai fait avec quelqu'un qui s'appelle Pierre-Noël Giraud, qui est professeur à l'école des mines, le CERNA. Je vous encourage à lire ce truc, c'est notamment un bouquin qui s'appelle Le commerce des promesses, qui est vachement sympa et très facile à lire. Alors si on essaie de dessiner ça, parce qu'après avoir fait un papier, on essaie de dessiner, et on se dit, bah, si je prends une personne, j'essaie de... Donc je vais la mettre là et je vais dire bah, finalement son bonheur, sa livelihood, je ne sais pas quel mot on peut prendre, son bien-être, des choses comme ça. Finalement, on voit bien avec ce que je viens de dire que c'est à la fois une fonction du capital technique auquel il a accès. Il faut quand même des infrastructures, un port, des routes, il y a quand même un minimum, si vous voulez, les usines font partie aussi de ça. Et puis on voit bien que son bien-être est aussi fonction du capital humain qu'on lui a permis de développer. Le capital humain, simplifions les choses, on va dire que c'est santé et éducation, on ne peut pas se compliquer les choses. Et finalement, comme l'exemple que je vous disais tout à l'heure, je peux réussir à faire en sorte d'orienter les investissements, le développement,
soit favorable aux pauvres. De temps en temps,